Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce séminaire consacré à Andrei Uchika en sa présence, ce qui est un événement tout à fait particulier et exceptionnel. Et puis ce séminaire aura un programme tout à fait exceptionnel, puisque on va d'abord évoquer les films déjà réalisés. Et en fin de petite pause, on aura l'immense privilège de voir le tout dernier film d'Andrei qui est en cours, mais bien avancé. Et donc, je te laisse peut-être dire de quoi il s'agit. Oui, on a besoin d'une heure pour télécharger le fichier. C'est un film qui, dans mon intention, est d'ouvrir un nouveau cycle sur la culture de masse. Je vais utiliser, après que j'ai fini la trilogie historique, que le deuxième phénomène plus important de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'émergence de la culture de masse. Je suis intéressé de faire au minimum 2 films sur ce phénomène. Le premier, c'est sur la musique pop, le point culminant de la musique pop à la moitié des années 60, et l'autre sur le football. Et j'ai travaillé plusieurs années sur le premier film qui s'appelle Things We Said Today, qui est, comme vous savez, le titre d'une célèbre chanson des Beatles. Et c'est un film qui tourne autour du point culminant de la Beatlemania. C'est le concert de Beatles qui a eu lieu le 15 août 1965 au Shea Stadium de New York. Et le film, c'est une reconstruction de cet week-end à New York, de vendredi 13 jusqu'à dimanche soir après le concert, de la perspective de 4 adolescentes. Et quand je vais introduire le film, je vais dire un peu en plus, et après on va discuter, parce que c'est vraiment un projet très difficile aussi à cause de copyrights, de droits de musique et de choses comme ça. Voilà. Bon, on va parler de la trilogie précédente. Et peut-être pour commencer de te demander, Andrei, est-ce que c'est une trilogie, est-ce que c'en est devenu une, et est-ce qu'elle était préméditée? Est-ce que c'est un cycle où il était déjà question qu'il y ait plusieurs films autour de cette question de la fin d'un monde, de la fin du communisme? Non, c'était pas prémédité. C'est le premier 2 films j'avais fait au show, comme c'est dire, bouleversé par les événements de 89 et de 90 avec l'affrontement de l'Union soviétique. Et c'était... j'ai fini out of the present le film sur le dernier cosmonaute soviétique en 1995, et c'était seulement 10 ans après que une productrice à Bucarest qui a travaillé au premier film, Videogram, m'a demandé si je crois que c'est pas arrivé le temps de faire un film sur Ceausescu. Je lui ai répondu oui, peut-être que le temps est arrivé, mais il faut que je trouve un dispositif cinématographique pour traiter le sujet. Et après, je ne sais pas, quelques mois, 4 ou 5 mois, j'ai eu l'idée, parce que
mon meilleur ami en Allemagne, qui est le philosophe Peter Sloterdijk, il m'a fait cadeau pour le Noël, merci beaucoup, pour le Noël 2004, un roman cubain par Norberto Fuentes qui s'appelait L'autobiographie de Fidel Castro. Oui, et c'est ça que j'ai trouvé le dispositif pour l'autobiographie de Ceausescu. Oui. Et pendant la période qu'on a travaillé au film, j'ai réalisé qu'à la fin je vais avoir une trilogie sur ce sujet, mais ce n'était pas planifié. Tu as parlé de Jean-François, peut-être que tu as une question un petit peu. Ah ben non, parce que là, enfin, si, il y a une coche qui est venue parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans vos films, c'est l'aspect de pensée du cinéma, de penser par le cinéma et donc de pensée plus philosophique. Je vous ai déjà entendu parler de ça, votre cité Peter Sloterdijk. Je ne savais pas que c'était un ami très proche, je savais que vous étiez influencé par ses travaux. Et donc là, dans les films, je sais pas, par contre, est-ce que tout le monde a vu les films dont on va parler, les trois? Ouais, il y en a certains qui n'ont pas vu le troisième à haute présence qui passe demain. Mais sinon, vous avez vu, comme la plupart, enfin, à part quelques exceptions, vous avez vu Autobiographie et Vidéogramme. Bon, enfin, voilà. Donc, dans votre cinéma, il y a toujours une réflexion sur l'image, à partir d'images déjà là, l'image, j'allais dire, voilà. Donc, il y a quelque chose dans le rapport à l'image et à l'histoire de ce croisement donc, qui nous intéresse beaucoup ici. Et j'aimerais que vous nous disiez rapidement, juste par rapport justement à ce choix que vous avez fait, ces trois films qui sont les trois extrêmement importants, je trouve, par rapport à la réflexion sur différents registres d'image en plus. Hein. Alors, sur la politique, sur l'esthétique aussi, la métaphysique sur le dernier. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez fait ce choix d'utiliser des images déjà là et de travailler donc, sur le montage et le détournement de ces images-là. Et si ça part d'une réflexion, d'une réflexion philosophique. Oui, merci. Comme d'expliquer ça, je viens comme beaucoup de gens de cinéma, de la littérature, et en plus, du point de vue théorique, j'ai dit ça déjà plusieurs fois. À mon avis, le cinéma est rien d'autre qu'un autre genre littéraire. Le cinéma, c'est de la littérature. C'est comme le théâtre est un genre littéraire. La plupart du cinéma, on savait, c'est narratif. On a une minorité qui s'appelle cinéma lyrique ou poématique. Et il existe aussi un subgenre, une subcatégorie de cinéma très dramatique et plus dramaturgique et plus proche au théâtre. Mais du point de vue de la théorie du genre, on n'a aucune raison de croire que le cinéma c'est vraiment un nouveau art. Il continue des genres littéraires de grande tradition dans une nouvelle forme de transmission. C'est aussi un genre syncrétique qui est le produit du symbolisme du début fin du 19e, début du 20e siècle. On a plusieurs niveaux, c'est l'image, c'est la musique, c'est plus tard le son et le texte, toujours. Et on est capable de construire des narrations en utilisant exclusivement des images ou de faire une démarche synthétique dans laquelle on mélange les niveaux. C'est ça qui fait le cinéma. Et qui me concerne, je commençais très jeune, adolescent,
d'écrire de textes en prose qui ont devenu de plus en plus expérimental. J'ai expérimenté au niveau du lexique, de tout ça. Je cherchais de faire des expériments joyciennes en roumain. Je suis de tout début, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est mon profil, ouais, j'avais aussi une sorte de côté théorique. J'étais toujours intéressé de les propriétés de différents genres et de la frontière entre les genres. Les choses que j'avais commencé de faire en cinéma, c'est seulement une continuation de recherche adolescentine dans la littérature. Ça s'est passé parce que j'ai quitté la Roumanie assez jeune, en 1981. J'ai compris que dans l'exil, il faut que je renonce à la littérature. Je ne voulais pas devenir un écrivain d'exil, d'écrire dans une petite langue européenne en Allemagne. Et mon amour pour le cinéma, c'était de tout début là. Mais au contraire de la littérature, parce que dans la littérature, dans un jour, j'étais 16, je commençais à écrire. Pour le cinéma, j'avais, je ne sais pas, une timidité. Je me disais, il faut de prendre le temps pour arriver à ça. Et l'exil et l'obligation de renoncer à la langue dans laquelle j'ai écrit a accéléré mon chemin vers le cinéma. Ouais. Donc, un petit peu dans cette continuité-là, tu as parlé de littérature, et c'est vrai que c'est un... je me souviens que tu avais dit que le cinéma était très en retard en termes de narration. Est-ce que tu peux nous parler d'écrivains, de romans qui ça nourrissent ton cinéma par exemple, aussi cette idée que ces trois films sont sur des événements, des mouvements historiques collectifs de fond, et puis aussi comment s'intègre, je dirais, ta propre biographie, ton intimité, parce que c'est aussi un cinéma très intime. Voilà. Oui. Comme influence littéraire directe, c'est le grand écrivain américain, c'est John Dos Passos, qui dans les années 20 et 30, il a écrit sa célèbre trilogie USA. Dans lequel il était le premier d'expérimenter dans la prose moderne les techniques de montage de Eisenstein et de jeune cinéma soviétique. Et c'est lui qui a eu le courage, la radicalité de construire un de ces trois romans de cette trilogie, presque exclusivement de découpage de la presse. Et c'est un montage des infos, je ne sais pas, de nouvelles, des articles, de tout ça. Ça, c'est une influence littéraire directe. D'autre part, mon approche de travailler avec des images existantes, ça c'était provoqué par les événements de 89, quand, pendant la révolution roumaine, qui avait aussi cette caractéristique d'être la première télé-révolution, parce qu'elle a eu lieu principalement
dans le studio de la télé nationale qui était occupé par les révoltés. Pour le fait que dans la ville, des gens ont commencé à enregistrer les événements avec des camcorders VHS, j'ai découvert la force de cette nouvelle catégorie de documents historiques qui est la séquence d'images au moment. Et c'est ça le point de convergence. Après, je recherchais un peu sur ce sujet, et j'ai arrivé à la conclusion, que je disais aussi plusieurs fois, qu'à partir du moment du débarquement des Alliés en Normandie, le débarquement qui a été accompagné par une photographic unit, une compagnie de caméramans autour de 420, je crois, caméramans conduits par John Ford, qui était colonel dans cette hiérarchie. Et ils ont filmé entièrement tout ce que c'est. On peut prendre devant la caméra. Je suis arrivé à la conclusion qu'à partir de ce moment historique, ce jour très précis, pour la entière deuxième moitié du XXe siècle, c'est possible de reconstruire chaque événement historique ou politique important en utilisant que des images d'archives, c'est-à-dire des fragments de temps historique conservés. Il faut de démarrer ce processus attirer l'attention à l'importance de cette nouvelle catégorie de documents historiques. C'est ce qu'on entend dans Vidéogramme d'une révolution, dans le commentaire, c'est qu'avant l'image était possible parce qu'il y avait l'histoire, et que à partir de ce moment-là, l'histoire n'en est possible que quand il y a l'image. Il faut qu'un événement arrive, il faut qu'il y ait eu l'image. Oui, c'est aussi avec l'invention du cinéma, c'est aussi on marque une rupture entre les archives historiques traditionnelles et ce nouveau type d'archives. Parce que les archives historiques traditionnelles qu'on connaît, et avec lequel c'est toute l'historiographie du monde qui a été écrite pendant 2000-3000 ans, c'est basé aux témoins oculaires qui ont été, le témoignage était enregistré par l'équipe, écrit dans différentes sortes de documents. Au début, on avait le chroniqueur, ouais, et c'est pas une grande différence avec le cinéma du début, parce que le chroniqueur, on était historiographe de propagande, comme le premier caméraman qui a été allé dans la Révolution à la France, il a été aussi caméraman de propagande. C'est-à-dire la plupart de l'historiographie que nous connaissons, c'est un corpus de documents de propagande à partir de laquelle c'est écrit l'histoire que nous connaissons. Que nous connaissons. Pour ça, pour donner c'était toujours comme ça, mais pour donner un exemple classique, par exemple la figure de Napoléon, c'est tout à fait différent en Russie, en Pologne, en Allemagne, en France, en Italie. Ouais.
La photographie, ça c'était un stade intermédiaire dans lequel on fixe un certain moment de l'histoire qui est préservé comme dans un sectaire, comme une secte qui est tuée et fixée dans un album. Mais la grande nouveauté des images mouvement, des images cinématographiques, est qu'on conserve vraiment un fragment de temps. On peut voir toujours quelle était l'ambiance dans ce moment-là, où le vent a soufflé de droite à gauche ou à l'envers, la mimique de personnages qui sont dans le cadre qui disent beaucoup et qui est très différent du moment qu'on pose pour le photographe. Et tout ça, c'est-à-dire que ces fragments de temps conservé, de temps historique conservé, c'est déjà comme un temps, par rapport aux archives écrites, un temps historique élaboré par un écrivain ou par un historien. Ouais. Mais il reste au degré, au premier degré. Ouais. C'est une très beau phrase de Godard par rapport à cette rapport de la caméra avec la vérité, parce qu'il a dit une fois chaque film de fiction, c'est un documentaire sur ses acteurs. Ouais, c'est ça. On a regardé partie, mais on continue de parler de Godard. Tu es allé à la partie, mais on continue. Oui, moi j'avais justement, mais par rapport à ça, sur Godard est vraiment impliqué dans ce débat, là, des gens qui croient aux images et des gens qui croient au réel. Et là, on vient de voir par exemple hier, un film de 8h18, où il y avait une image d'archive en tout, sur 8h18, et c'est un film sur un moment historique important. C'est très proche, en fait, sur le rapport à l'histoire-cinéma de ce que vous faites, et c'est à l'opposé dans le processus cinématographique, justement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Arnaud aussi, puis on va y revenir, je parle dans les détails, mais c'est ce rapport, justement, aux images d'archives, à la puissance des images d'archives que vous avez choisi, en fait. Bon, je vois, par exemple, le travail qu'a fait Georges Huberman sur les images d'Auschwitz, les 4 images des soldats commando, etc. L'image malgré tout. Donc, là, c'est des images fixes. Mais il y a tout un travail qui peut être fait, Farocki, beaucoup, avec qui vous avez travaillé, je pense qu'on va y revenir tout de suite. Ouais. Donc, ce rapport à l'image déjà là, enregistré, et qui a parfois un autre but que le vôtre, en fait, puisque vous le détournez. Vous pensez que, voilà, c'est un peu, je reviens sur ma première question par rapport à ça, c'est le choix esthétique que vous avez fait. Oui, c'est aussi ça c'est une autre chose qu'on va parler plus tard, mais par rapport aux images de Van Bink, lui, il a abordé ça c'est Lanzmann qui a fait ça. Oui, voilà. Pour la première fois et d'une manière qui reste inégalable. Ouais. Mais en fait, le propos de Lanzmann, il est aussi vraiment révolutionnaire. De lui part, il concentre aussi ses origines littéraires, ses origines d'écriture, c'est-à-dire la psychanalyse, le sartrisme, toute la philosophie de Sartre et la narratologie respective. Okay. Il reste plus classique, il croit toujours à la force du témoignage direct, de témoins oculaires. En plus, il était obligé de faire ça, parce que
pour l'Holocauste, il n'existait pas des archives relevantes sur ces atrocités. C'est-à-dire, il était obligé mais il voulait aussi d'appeler au témoin classique, mais en même temps, et ça c'est vraiment révolutionnaire et génial, il a compris la force de la caméra au moment qu'il enregistre le témoin oculaire. Parce que c'est une grande différence si nous avons un texte écrit après un témoignage oculaire, ou si on voit cet témoin avec ses hésitations, la mimique, on peut comprendre tout de suite quand il est sincère, quand il dit des fantaisies, quand il dit des mensonges et tout ça. En plus, il a utilisé tous ses connaissances psychanalytiques. Il a fait aussi la psychanalyse de tous ces gens devant sa caméra. Par rapport à ça, Van Bing, je ne vais pas diminuer ses mérites, mais c'est un autre niveau. Est-ce que vous avez des questions, puisque c'est une rencontre aussi. Si vous avez des... Alors c'est moi. Je vais passer le micro. Alors je suis boiteux parce que j'ai... Mais je suis intrigué, comment est-ce que d'abord vous écrivez le scénario, vous cherchez les archives après, et quitte à aller modifier le scénario de départ, ou est-ce que vous cherchez les archives et à partir de là vous écrivez votre scénario? Pour un film d'archives, de montage, c'est pas possible d'écrire un scénario avant. Parce qu'à la fin, c'est le matériel qui te conduit et qui donne la narration. La seule chose comme on a depuis le début, c'est l'idée du film et une structure qu'on peut respecter. Mais le reste, c'est un dialogue entre les images et l'auteur. Oui. À cause de ça, cette manière de travailler, de faire des films, dans cette manière, il reste une partie de discours secondaire, ouais, comme dans l'essai. Parce que la première chose qu'on fait, c'est une interprétation des images qu'on voit, une analyse des images qu'on voit. Et à partir de cette analyse, c'est-à-dire d'une démarche théorique ou secondaire, on construit une narration qui est un discours primaire. Et pour donner des exemples concrets, quand j'étais allé à Moscou pour faire le film, ce film sur le dernier cosmonaute soviétique, c'était comme ça. J'ai lu dans une petite note dans le magasin allemand Der Spiegel qu'en janvier 92, cosmonaute soviétique oublié dans l'espace. Dans cette note, c'était mentionné que maintenant, probablement à cause de l'affalement de l'Union soviétique, il manque l'argent de faire retourner le cosmonaute sur la Terre. Et cette nouvelle a fait le tour du monde. Des enfants d'école en Australie ont commencé
de faire la quête pour avoir d'argent, de récupérer un clic en lèvres et tout ça. Bon, quand j'ai lu cette note, j'étais complètement fasciné de ce dispositif philosophique. Dans mon tête, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que chacun de nous, un humain, il a la chance d'avoir la perspective homérique, la perspective classique sur l'histoire. Normalement, on sait dans le lycée, ils sont les dieux dans l'Olympe qui regardent les bêtises des humains sur la Terre. Et cette fois, c'était à la place, on a une perspective olympienne sur ça. Et je me disais, je suis prêt à tout risque pour faire ce film. Mais l'idée initiale, c'était une sorte de narration parallèle entre les événements dans l'espace et les événements à Moscou. Pas seulement le putsch, mais tout le monde autour de ça. Quand j'ai eu la possibilité, enfin, grâce à mes chercheurs, d'arriver d'avoir l'archive complète de cette mission spatiale, autour de, je ne sais pas, 200 heures, choses comme ça, et j'ai compris la déconnexion qui existe entre la vie en apesanteur et la Terre. J'ai compris aussi le vrai point de vue de cosmonaute. Et dans mon film, le putsch et les événements sur la Terre, il occupe seulement au milieu du film 10 minutes. C'est réduit à ça. Oui. Le scénario, il s'est écrit pendant le premier montage, pendant le montage. C'est ça. Ah oui, d'accord. C'est... Oui, parce que là, en fait, par rapport à la narration, là, vous introduisez aussi des éléments de fiction dans ce film-là. Il y a des références à Solaris, explicites, à la voix off, peut-être. La musique, dans l'Out of the Present, oui, j'ai commencé déjà de jouer avec des événements dits fictionnels, je ne sais pas, des éléments subjectifs, si vous voulez. Une chose dans laquelle je vais aller plus loin dans le nouveau projet qu'on va projeter plus tard. J'avais besoin dans l'Out of the Present d'une voix off qui accompagne les événements. Je me disais que la meilleure solution est d'utiliser aussi une perspective de premier degré, c'est-à-dire d'utiliser un journal écrit par un des cosmonautes pendant cette mission. Mais chacun d'eux, ils n'ont pas écrit un journal. Et je me dis, bon, je peux écrire ça. J'ai écrit une simulation de journal que j'ai coordonné avec Artsebalski, avec le cosmonaute qui a accepté de prendre ses devoirs. Il m'a donné, c'est vrai, tous les éléments techniques de sa part pour rester correct. J'ai écrit un texte avec lequel j'étais obligé qu'il est d'accord avec le texte parce qu'il a donné sa voix et sa perspective. Et j'ai utilisé trois ou quatre, je ne sais pas, références littéraires avec lesquelles il m'a demandé c'est quoi ça, mais c'était une citation de Hemingway, une référence à Munchausen, je ne sais pas, ça il a compris tout de suite, mais j'ai voulu citer aussi le célèbre texte vers de Éluard, la terre est bleue comme une orange, et à la fin il a fait ça, mais on a travers
toute une journée parce qu'au début, il ne pouvait pas comprendre c'est quoi ça c'est une bêtise. Non, c'est pas une bêtise, c'est ça. Il commençait à rire chaque fois quand il était obligé de lire ça. C'était... Comme s'il disait une bêtise, quoi. Oui, comme s'il disait une bêtise. Mais à la fin, à la fin, ça marchait, ça existe dans le film. Et juste puisqu'on est alors sur le rapport à la fiction, puisque vous avez cité, enfin vous avez évoqué la fiction, justement là, la frontière entre la fiction et le documentaire dans le film, parce qu'autobiographie par exemple, on pourrait dire que c'est écrit par le Ceausescu lui-même, donc là il y a un rapport à la narration. Et il y a quelque chose moi qui me alors là je vous ai sous la main, dans le très bel article que, alors je vous conseille d'aller sur Criticat, dans le très beau dossier que Arnoët a consacré à André. Il y a une interview assez longue, très longue même, et puis il y a des articles très bien, enfin je ne sais pas si vous en pensez, mais moi je les ai trouvés très intéressants. Et à un moment donné vous dites, alors je viens de voir le film à La Rochelle, alors c'est pour ça que ça me travaille, alors j'ai une intuition des choses, mais je ne suis pas sûr, alors comme vous êtes là, vous faites référence à un film qui vous a influencé, où il y a une parenté, c'est Voyage au bout de l'enfer de Cimino. Et alors je me posais la question de savoir... Alors, je vois le rapport... Pour l'autobiographie de Nicolas Je vois le rapport, bon, les années 70, le Vietnam est un événement historique important, mais là on est dans le cadre d'une fiction. Alors si vous pouvez m'éclairer... Oui, dans ce cas-là, je ne crois pas qu'il s'agit d'une influence concrète. Le film de Cimino, c'était un exemple, entre autres. Toute cette catégorie de films américains, des épopées historiques américaines, comme Apocalypse Now aussi, Full Metal Jacket, toute une série de ça. Et je voulais seulement dire que c'est possible à partir des images d'archives, c'est-à-dire de fragments de temps historique conservés, du vrai temps historique conservé, de construire, de construire un discours épopéique de l'histoire, avec à la même échelle que les grandes épopées fictionnelles. Oui, parce qu'il y a ce souffle-là que ce souffle-là de narration. Et si tu as suffisamment des images pour ça, on peut arriver à la même échelle. Et le résultat, à la fin, c'est normalement plus fort, parce que la force du réel, c'est un autre degré que c'est le la cas, mise en scène. Il y a quand même 3 heures aussi d'autographie où il y a un vrai souffle, on ne s'ennuie jamais. Ouais. Il y a une narration, il y a un personnage extraordinaire. Et de la chasse. Et la chasse aussi, la chasse, le hunter. Plus qu'un micro. Oui, d'autres questions? Est-ce que... Là-bas le micro est là, parce qu'on est 2 éclopés là, à part André qui est un grand fond. Des questions? Oui. Ah. Faut te casser. Je me suis blessé au final. Moi aussi. Donc, moi j'avais une question plus particulière concernant autobiographie. Oui. Donc je découvre le cinéma que vous faites, hein, c'est autobiographie et vidéogramme, je les ai vus hier et avant-hier, hier je ne sais plus. Donc je découvre. Ce qui m'étonne dans autobiographie, c'est justement toute une première partie, enfin toute une partie assez longue qui semble, autant je puisse en juger vu ma méconnaissance de l'histoire de la Roumanie, qui semble très chronologique. Et puis tout à coup, les choses se dérèglent. On a même des images d'archives, je pense aux images d'anniversaire. On parle des 60 ans de Ceausescu, puis on revient à ses 55 ans. Donc la chronologie se met à déraper. Sont introduites des images presque
presque de fiction. Je pensais effectivement aux scènes de chasse qui sont extrêmement étonnantes. Donc on a l'impression que le récit se fracture. Voilà, donc j'imagine bien vous entendre parler que c'est totalement délibéré, et que c'est pas un hasard, et que c'est pas des erreurs, évidemment. Donc voilà, j'aurais aimé vous entendre là-dessus, sur cette façon de construire ce récit, de l'éclater et en même temps de restituer quelque chose. Oui. Vous avez raison pour comprendre cette mécanisme circulaire presque au milieu du film. Oui, c'est peut-être nécessaire un peu de je ne sais pas, d'information historique locale. Mais j'avais fait ça. Les raisons pour ça sont les suivantes. Ceausescu, dans ses premiers 8 ans en pouvoir, entre les 65 et 73, vous voyez ça dans le film, il avait une ascension très accélérée et directe. Oui. Il est devenu aussi un vrai star de la politique internationale après ses accusations contre l'occupation de Tchécoslovaquie en 1968. Il a commencé d'être cultivé par tous les grands leaders occidentaux. C'est Nixon qui est venu à Bucarest, grand événement à l'époque, parce que c'était pour la première fois qu'un président américain visite un pays du bloc soviétique. C'est De Gaulle qui est venu en 1968 aussi, et tout ça. Bon. En 1973, c'est le culte de la personnalité, après sa visite en Chine, ça commence à déraper et à se prendre une direction complètement paranoïque, mais c'était seulement le début. Et comme je dis ça, entre 73 et 78, pendant cette 5 années, sa biographie, c'est deux coupes, je ne sais pas. On a deux directions. D'une part, son succès international continue jusqu'à la visite à Buckingham, à la reine d'Angleterre. Et d'autre part, commencement avec le 73, toute une série des accidents et de malfortunes a commencé qui annoncent déjà son fin. Ça a commencé avec les inondations, non, inondations en 73. Après 75, la conférence de Helsinki, dans laquelle il a compris que la chose que les pouvoirs occidentaux ont introduit dans le communiqué final, le passage avec le droit de l'homme, c'est un grand danger pour le bloc soviétique, qui était la vérité, parce qu'à cause de ce paragraphe, c'est toute la dissidence soviétique qui a suivi à ça, et à la fin, c'est le mouvement en Pologne, Solidarność, la carte 77, en Tchécoslovaquie et ça. Il a compris que c'est le début de la fin, et en 77, c'est le tremblement de terre. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je fais un split, et je montre au début sa, je sais pas, son ascension jusqu'à
la visite à Buckingham, et tout de suite après la visite à Buckingham, c'est sa 60e anniversaire dans le stade de Bucarest, et je reviens à 73 pour commencer le déclin. Ouais. Mais c'est tout chronologique. Seulement au milieu du film, c'est un cercle et tout ça. Je raconte une fois l'histoire du début 65-78 à Buckingham, et après je reviens à son anniversaire en 73, et de 73 à la fin, c'est le déclin. C'est une fois à l'ascension, et après ça. Mais ça, je reconnais, ça c'est difficile aussi pour des Romains, par exemple, plus jeunes, les plus âgés, ils comprennent ça, mais les autres, c'est un peu difficile de reconnaître le mécanisme. Oui, je voulais te poser une question, André. Oui. Quand on utilise comme ça des images d'archives faites par des instances différentes ou des individus, je pensais à Stan Neumann dans La langue de Mampart qui a utilisé des images nazies. Et son petit protocole, c'était de dire « je les utilise, mais je ne les laisse jamais intactes ». C'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait une séquence, eh bien, il les remonte autrement. Et ce que je me demandais, c'est-à-dire que je vois bien des choses manifestes, mais il y a peut-être des choses invisibles, comme un scientifique qui va, je ne sais pas, un biologiste qui va manipuler des virus, il les manipule et à la fois il ne faut pas qu'ils soient contaminés, donc il y a des petits protocoles. Et toi, je vois bien qu'il y a le montage, il y a cette voix aussi, qu'à un moment on dit, bah voilà, la caméra s'est arrêtée de tourner, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et on revient. Parce que c'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'on a montré sur le moment, qui fait qu'on a eu une certaine représentation de l'histoire, et qu'il y a aussi des effets de réel. Donc ça, c'est des choses manifestes que je vois bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te fixes et qui varient sans doute en fonction des films? Mais merci. Bon, la caméra qui s'arrête, c'est où? C'est dans le vidéogramme. Ouais. Parce qu'elle s'arrête aussi pas vraiment la caméra, mais je fais comme la caméra s'arrête dans l'autobiographie pendant les tremblements de terre dans lequel le cœur est noir, et on écoute seulement un enregistrement audio de la salle de concert du Radio Romain dans lequel les micros ont enregistré le tremblement. Ouais. Bon. Ma perspective sur les images d'archives comme documents historiques sont le suivant. Le travail commence toujours avec un démontage, avec une déconstruction. Si je trouve des roches, des images qui n'ont été pas montées, c'est OK, elles sont des roches. Si je trouve que souvent, pour chaque événement, seulement de reportages, de films de propagande ou de chaque manière, la première chose que dans la monnaie, ma monteuse et moi on fait, et on redécoupe, on fait un démontage pour avoir que des plans directs. Oui. Et le travail de réalisateur ou de mise en scène qu'on fait aussi dans le film de montage, c'est curieux, mais on fait comme ça. Si on a à la fin seulement un corpus des images, des plans directs, on a la même situation que si on avait tourné avec son équipe eux-mêmes cette matière. Et après, on commence de faire le montage en pensant si j'étais là à ce moment, de quelle manière j'avais voir
de filmer la scène ou de faire le montage de cette scène. Oui, c'est ça la méthode de travail. En fait, la découverte de ça avait fait par une femme, une très grande réalisatrice soviétique, qui était la monteuse de Dziga Vertov, et une très proche amie de Eisenstein. Elle a monté aussi le film d'Eisenstein qui était interdit dans le stalinisme. Benjamin's Meadow. Ouais. Elle s'appelle Esther Schub et c'est elle qui est la fondatrice, qui a inventé en vérité le film de montage. Ouais. Elle a fait 3 ou 4 films, ils sont c'est très difficile à les trouver dans une bonne qualité. Le premier s'appelle le déclin de la dynastie Romanov. Et le film de montage a été inventé non, pas par hasard, par des contraintes financières. En 1927, le premier grand anniversaire de la Révolution d'octobre, 10 ans, Eisenstein n'avait pas fini octobre. Il a commencé trop tard à cause de difficultés économiques. Et le comité central, le Politburo, je ne sais pas, le Kremlin, il a demandé quelque chose pour le grand anniversaire, en même temps en disant qu'il n'existe plus d'argent de faire un grand film de fiction. Et c'est Esther Schub qui a proposé, bon, je vous propose un film de montage. Et c'est comme ça que le déclin ou la fin de la dynastie Romanov a été fait. C'est le premier grand film de montage. C'est un film de propagande, ça c'est vrai, mais c'était elle qui a compris que la manière de faire du vrai film de montage, ça marche comme ça, de déconstruire un montage existant, je ne sais pas, newsreel sur les Romanov, des journaux cinématographiques sur les Romanov, ou des portraits ou des films de propagande tsariste, et de remonter ça dans une... remettre en scène. Ouais. De l'expression de... Ça peut être aussi une belle programmation à la Cinémathèque du documentaire, une rétrospective Esther Schub, non? Ça fait partie des projets. On est dans un lieu public. Toujours sur cette question du sens et de la signification, parce que c'est un petit peu... Ce sont des films extrêmement ouverts, généreux, dans lesquels tu ne réponds pas, tu ne donnes pas un sens unilatéral. Et je voudrais que tu nous parles de la relation entre l'image et le son, et puis l'image, peut-être à partir de là, de ce premier film, Vidéogramme d'une révolution, qui est un film très vertigineux sur la relation entre l'image et la voix off. On a peut-être nous parler de vidéogramme et de cette relation image-voix off, et plutôt un commentaire voix off. Oui. Le vidéogramme préserve aussi cet étonnement de nous, de Aaron et moi, devant ce document révolutionnaire vidéo assez fort et fraîche, non? Et c'est pour ça que dans le vidéogramme, les matériaux qui sont utilisés sont
sont toujours avec leur son original. C'est image et son. On n'a pas, il n'existe pas de musique, pas d'autres niveaux concernant toute cette séquence. Et en même temps, parce que toute cette tentative de reconstruire le film de l'histoire, une chronologie de quelques jours, en utilisant seulement d'enregistrements récents, on a senti le besoin d'accompagner ça aussi avec, je ne sais pas, avec notre fragment de notre discours réflexif. Ouais. C'est pour ça que Vidéogramme, en fait, il reste aussi un film essai. Ouais. Tous les deux, on est de grands admirateurs du film d'essai classique, Marker, Godard et tout ça. Et on a décidé de faire ça. Je me souviens que je disais à Haroun, mais il était d'accord, je lui disais, malgré tout notre amour pour Marker, il parle tout le temps. Il faut le dire ça si c'est possible. Ouais. Et d'ailleurs, mais je crois que ça fait partie aussi de la réflexion du film sur le commentaire, c'est que parfois la voix off se tait et on est presque un peu embêté parce que surtout que ce sont des moments de confusion. Est-ce que c'était une volonté aussi justement de dire aux spectateurs vous voyez, la voix off, elle est à la fois utile, mais peut-être qu'elle vous impose un sens. C'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans Vidéogramme. Est-ce que ce commentaire nous veut vraiment du bien dans Vidéogramme? À la fin, Vidéogramme, c'est un film qui change sa direction après l'introduction. Ouais. L'introduction, c'est comme dans un film classique, autour de 15 minutes. Ouais. C'est-à-dire le prologue et après toute la reconstruction du dernier discours de Ceausescu. Là, les images sont accompagnées par une analyse très exacte de qu'est-ce qui se passe dans l'image. C'est une approche déconstructive de discours historique. On analyse ça avec la caméra, la télévision qui interrompt la transmission, la caméra c'est vers le ciel, l'écran rouge pour les téléspectateurs, tout ça. Bon. Après qu'on a fini cette chapitre qui appartient plutôt du point de vue de l'analyse de M. Haroun, il était un peu désorienté. Et il me disait comment on continue maintenant, parce qu'il a compris aussi que c'est pas possible pour toute la durée du film, de cette reconstruction, d'avancer à cette manière de déconstruire chaque scène. Et c'est là que je lui proposais pourquoi on ne cherche pas de faire le contraire à partir du moment que le pouvoir dictatorial est déconstruit et que le tyran perd le contrôle sur l'image et en même temps son pouvoir. À partir de ça, il faut de mettre le contraire, de chercher de reconstruire le film de l'histoire de ce jour en changeant d'une caméra à l'autre, comme si on reste dans
dans la même bobine du film. Il était d'accord, et à partir de ça, Videogramme propose une nouvelle forme de narration historique en utilisant des images d'archives. Et à partir de ça, la nature du texte se change. Le texte apparaît de temps en temps comme un petit essai supplémentaire de ce qu'on voit, qu'on a vu, qu'on va voir. Ouais. Mais il y a quand même parfois la primauté du son, du commentaire, par exemple, quand on voit sur les images pas grand-chose. Tu nous as bien montré ça là, dans la rue, des manifestants, on voit bien, ou l'hélicoptère qui s'en va. Ouais. Et c'est le son, le commentaire qui nous dit, voilà, c'est la fuite, ou là, il y a des manifestants. Là, parce que visuellement, on ne voit pas grand-chose. Ouais. Oui, mais ce texte-là, c'est le texte original, c'est pas notre commentaire, c'est le texte des gens. Oui, bien sûr. Mais on le voit, mais là, il y a quand même quelque chose de réflexion à nous sur le cinéma. Alors, d'autant plus que plutôt dans l'autobiographie, là, il y a une bande de son, il y a un travail sur la bande de son qui est assez extraordinaire aussi. Mais là, qui est travaillé quasiment tout le temps sur l'autobiographie. Dans l'autobiographie, c'est complètement une autre chose. Oui. Le son remplace le commentaire du film, parce que je renonçais à une voix off pour vraiment chercher de laisser cette manière de reconstruire le film de l'histoire fonctionne par elle-même. Et à cause aussi du dispositif du titre, c'est l'autobiographie. Quand même, c'est un long flashback de Ceausescu pendant son procès. Et ça, c'était un travail énorme, parce que là, presque 80% des archives de l'autobiographie sont muettes. Et sont gardés seulement ces discours. Et on a quelques fragments de son original pendant une visite agricole, on écoute ça, mais toutes les autres images, et ça s'est passé à cause de lui, parce que dans les années 80, il imposait des économies fous de devises, parce qu'il avait une idée fixe de payer ses dettes internationales. Et la télévision n'a pas avait des moyens d'acheter de bandes magnétiques. En plus, à l'époque, on enregistrait le son avec le célèbre magnétoscope Nagra. Ouais. Et c'est-à-dire que les reporters de la télévision, on était obligés d'utiliser le même bande et de réenregistrer chaque fois le son est disparu. C'est-à-dire que Dana Bunescu, qui ça c'est rare, elle est aussi une très grande monteuse, mais elle fait aussi le montage du son, c'est un sound designer. Il a tous les sons, presque tous les sons d'ambiance, des foules, de tout ça qui veut écouter en Ceausescu, c'est refait par elle. Oui. En plus, on a utilisé de musique comme commentaire à ça que ça se passe, et aussi de temps en temps, on a ces moments de silence dans lequel on laisse le matériel dans sa nudité, comme c'est le document historique pur, il est comme ça. Ouais. Est-ce que, enfin là on avait dit, bon, on peut bien sûr
faire une pause. Là, on peut continuer avec une question encore, et puis peut-être qu'André, tu as besoin d'aller voir De le faire chargement. un petit test. Ouais. Voilà. Excusez-moi, puisque j'ai le micro, j'ai une question. La dernière. Ouais. Alors vous me direz si ça tombe totalement à plat. On parle d'un cosmonaute, on parle d'images d'archives, on parle de montage. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec le cinéma de Pélékian, donc Notre siècle par exemple, ou d'autres? Nous sommes devenu très bons amis entre-temps. J'ai fait connaissance à Moscou quand j'ai travaillé sur Out of the Present, mon film sur le Krikalev. Et c'est là que j'ai découvert, c'est le célèbre musée de films de Moscou. C'était Naiman, à cette période, le directeur, il a organisé une soirée Péléchian. J'ai vu Notre siècle et j'étais complètement bouleversé. Quelques jours plus tard, on a arrangé une rencontre, on se connaît. On a discuté aussi pendant le projet de Out, pendant une période que s'il n'est pas, je voulais de lui donner de faire le montage sur le putsch au milieu du film. Il a commencé comme ça, parce qu'il a fait dans la Sibériade de Konchalovsky le morceau documentaire dans le film. Et il était intéressé au début, et après il était, je ne sais pas, obligé de partir en Arménie pour quelque chose d'important là-bas, et on a renoncé à ce projet. Et j'avais fait moi-même ça. Et, mais après, j'ai recommandé à la Fondation Cartier à Paris, avec laquelle je travaillais, deux ou trois fois. C'est la Fondation Cartier qui a découvert Out of the Present pour la première fois en France, et elle a organisé toute une expo du film. Et à l'occasion de ça, j'ai recommandé Péléchian, et ça marchait très bien, parce que au commencement dans les dernières 15 ans, Péléchian est invité régulièrement à la Fondation, et on travaille depuis quelques années. On coproduit un nouveau film d'une demi-heure de Péléchian sur la nature. Et ça, c'est une coproduction entre la Fondation Cartier et l'Institut du film de Karlsruhe, que je dirige depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Oui. Le projet s'était interrompu, mais on a l'espoir que peut-être cette année, on va finir le projet. Oui. Ça veut dire qu'il y a peut-être un nouveau Péléchian. C'est peut-être un nouveau Péléchian. Ça, alors. Peut-être un nouveau Péléchian. C'est la journée des scoops. Là.